Immense loser. Je ne parle pas de vous, Jean-Marc Daniel, évidemment, mais c'est la nouvelle invective de Donald Trump à l'encontre de Jérôme Powell, le patron de la Réserve fédérale. Ça fait peur au marché, on l'avait vu jeudi à Wall Street. Ça dégrade la confiance de la démocratie américaine. C'est quoi le schéma de pensée des marchés dans des journées comme ça, notamment encore hier, où ça vend à tout va avec des moins 2,5% pour les indices américains? Qu'est-ce qu'ils se disent? Mais quand on regarde un peu l'attitude, les commentaires, à la fois de la presse économique, des gens qui analysent ce qui se passe sur les marchés, l'essentiel de leur angoisse, c'est qu'on est passé du risque à l'incertitude. C'est-à-dire que la capacité du président des États-Unis et de son équipe à dire tout et son contraire est absolument sidérante. Et donc, alors l'incertitude, vous savez, c'est le risque normalement, on arrive à calculer à peu près la probabilité de chaque événement. Là, on n'arrive plus à calculer la probabilité des décisions de Donald Trump. Ce qui se passe par rapport à la Réserve fédérale, il y a quand même trois éléments que je trouve assez intéressants. Le premier élément, c'est que Powell a été nommé par Donald Trump lui-même. C'est donc, il y a une sorte de rupture entre ce qu'a été le premier mandat de Donald Trump et l'actuel mandat. Le deuxième élément, c'est que Elon Musk avait dit, écoutez, mais la Réserve fédérale, elle n'est pas inscrite dans l'histoire. Elle est là depuis un siècle à peu près, mais au 19e siècle, les États-Unis se sont développés sans banque centrale. Je remets en cause la légitimité. C'était la légitimité, non seulement de Powell, mais de l'existence même de la Réserve fédérale. Effectivement, la Réserve fédérale, elle est née dans les années 1912-1915, et en plus, ce que dit Elon Musk, c'est un pur produit démocrate, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, il y a cette idée que la Réserve fédérale ne doit pas considérer qu'elle est là de façon définitive, qu'elle est installée et qu'elle se permettre de faire exactement ce qu'elle a envie de faire. Le troisième élément, c'est quand même que, justement, les réserves fédérales, les banques centrales sont désormais conçues comme étant normalement indépendantes. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que la Réserve fédérale abuse de cette indépendance? Là aussi, vous aviez des débats qui ont eu lieu, notamment à l'époque de Greenspan, sur est-ce que par la politique que mène la Réserve fédérale, elle peut orienter les élections. Il y avait eu un débat au moment des élections de mi-terme de 1998. Est-ce que les décisions prises par Greenspan de monter les taux d'intérêt ne vont pas nuire à la capacité des démocrates à conserver la majorité au Congrès? Et donc là, de nouveau, le procès qui est fait à Jérôme Powell, c'est de se mêler, de faire de la politique et de ne pas faire de la politique économique. Mais justement, un président qui dicterait la politique monétaire de son pays, rappelez-nous pourquoi ça ne va pas. Qu'est-ce qui cloche? Alors ce qui cloche, c'est que normalement, la politique monétaire est supposée être relativement prévisible dans ses conséquences. C'est-à-dire que, à partir du moment où on a donné l'indépendance aux banques centrales, on s'est aperçu que cette condition d'indépendance permettait effectivement à la Banque centrale de remplir sa mission de lutte contre l'inflation. Ce qu'on suppose, c'est que la tentation naturelle des gouvernements, c'est d'accepter l'inflation pour lutter contre le chômage. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage de Phillips. Et donc, on donne l'indépendance en disant la Banque centrale, elle est là pour lutter contre l'inflation. Et donc elle doit agir indépendamment du contexte général politique et des élections. Mais ça suppose qu'elle ait des outils qui sont des outils incontestables. Et donc il y a normalement à disposition des banques centrales ce qu'on appelle les formules de Taylor qui permettent de fixer les taux d'intérêt. De fixer les taux d'intérêt selon des formules mathématiques. Et ces formules de Taylor s'appuient sur des travaux, notamment les travaux de Maurice Allais, qui est un des prix Nobel français d'économie, dont on vient d'ailleurs d'éditer les œuvres complètes en anglais. Et on a redécouvert tous ces calculs. C'est des calculs mathématiques assez élaborés qu'avait construit Maurice Allais à partir de notions de différentiel de fonctions. Il arrive à des résultats. Et la Banque centrale devrait pouvoir s'abriter derrière ces formules de Taylor pour dire, écoutez, mais je suis neutre, je ne me mêle pas de politique. Le problème, c'est que toute la période de quantitative easing, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aucune formule de Taylor n'arrive à des taux d'intérêt négatifs. Oui, parce que c'est des outils non conventionnels. On a mis en place des outils non conventionnels, on s'est mis à parler de bazooka monétaire. Le bazooka, il n'est pas dans la formule de Taylor et Maurice Allais n'avait jamais employé ce terme de langage, ce type de langage. Donc effectivement, quand les banques centrales, plus ou moins sous pression d'ailleurs de la nécessité politique, se sont mêlés donc au moment de la Covid, mais aussi au moment de la crise de 2008-2009, se sont mêlés de sortir des règles qui étaient les règles fixées dans le cadre de leur indépendance par ces formules mathématiques. Elles ont créé cette suspicion sur leur interventionnisme politique, d'où le procès qui est fait à Jérôme Powell. Vous n'appliquez pas d'outils mathématiques, vous faites de la politique, donc soit vous partez, soit même je supprime la Banque centrale, comme le dit Elon Musk. Donc finalement, il a un petit peu raison quand même de secouer Jérôme Powell, c'est ce que vous nous dites. Oui, d'une certaine façon, il a
il faut que Jérôme Powell se justifie. Il faut que Jérôme Powell soit capable d'apporter une justification à ce qu'il fait. Ce que fait d'ailleurs pas mal Madame Lagarde. Madame Lagarde, elle se justifie, elle explique de façon assez claire et nette pourquoi elle agit dans telle ou telle direction. Jérôme Powell, pour l'instant, il s'abrite en disant « Écoutez, je suis indépendant, puis je rapporte au Congrès, puis ceci, puis cela ». Et il y a quand même une suspicion sur une opposition entre l'équipe actuelle de Trump et ce qu'était l'équipe du premier mandat que symbolise Jérôme Powell. Alors lui, il défend sa place et la crédibilité de sa chapelle, vous nous le dites, mais si jamais il est limogé, la justice, il y aura sûrement que Jérôme Powell fera appel en justice. Si jamais la justice américaine lui donne tort, ça portera quand même un coup fatal à la Fed et à la crédibilité même américaine. Il peut y avoir un sentiment de peur et de... Il est évident que dans les circonstances actuelles, la Réserve fédérale est vécue par beaucoup d'opérateurs de marché, aussi bien aux États-Unis qu'au niveau international, comme étant un lieu de sagesse par rapport à l'environnement général. Et donc, la crédibilité... Le prêteur en dernier ressort. C'est le prêteur en dernier ressort. On est en train de dire en ce moment, par exemple, que les Japonais et les Japonais étant les premiers détenteurs de dette publique américaine. Les Chinois les deuxièmes. Les Chinois les deuxièmes sont en train de liquider une partie de leur portefeuille d'obligations américaines. Alors les Chinois, ça fait un petit moment parce qu'ils ont un problème de taux de change, donc ils utilisent leurs obligations pour effectivement soutenir leur monnaie. Mais les Japonais, clairement, c'est une forme de manifestation d'une défiance vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment. Mais c'est aussi plus intéressant d'investir chez eux pour eux parce qu'ils sont en train de monter très légèrement, mais les taux. Oui, ils sont en train de monter légèrement les taux, mais dans la situation démographique du Japon, l'essentiel, c'est quand même d'investir hors du Japon. C'est-à-dire que le problème du Japon, c'est pas un problème de fonds, c'est un problème de bras. C'est-à-dire investir, il faut investir dans des lieux où il y a des gens qui peuvent travailler, et le Japon a du mal à fournir du travail compte tenu de sa démographie. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, on voit déjà une suspicion qui se fait sur l'avenir de l'économie américaine, des décisions aux États-Unis. Et si la Réserve fédérale cesse d'être un lieu au moins de sagesse, un pilier de stabilité, à ce moment-là, on peut avoir d'abord une fuite devant le dollar et puis ensuite une baisse assez drastique de tout ce qui est la finance américaine. Dans tout ça, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a un diagnostic initial dans les équipes autour de Donald Trump, qui est le fait que, c'est ce que dit Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, les États-Unis vivent au-dessus de leurs moyens. Un pays qui accumule un tel déficit extérieur est un pays qui a un problème d'épargne, qui a un problème de surconsommation, qui a un problème d'efficacité en réalité de son appareil productif. Je rappelle quand même que les États-Unis, c'est 1000 milliards de dollars de déficit de la balance des paiements courants. C'est abyssal. Le déficit mondial des balances des paiements courants cumulé, c'est entre 1600 et 1700 milliards. Déficit budgétaire autour de 7%. Et il y a un déficit. Et ce déficit de balance des paiements courants est entretenu par un déficit budgétaire qui fournit effectivement du pouvoir d'achat aux Américains. Les Américains construisent leur pouvoir d'achat, non pas sur l'efficacité de leur appareil productif, mais sur l'accumulation de dettes. Et donc ce système n'est pas tenable. Et donc Donald Trump... Il n'est pas tenable s'il y a une défiance vis-à-vis du dollar et que le dollar ne vaut plus rien. Il ne vaut plus rien. À partir de ce moment-là, effectivement, il y aura une rupture brutale dans le style de vie des Américains. Donc Donald Trump essaie de répondre à ça en disant « je vais réduire votre consommation avec des droits de douane, je vais vous obliger à consommer des produits américains pour réduire le déficit extérieur », mais il le fait dans des conditions, encore une fois, de désordre intellectuel. Bon, c'est intéressant de découvrir qu'il ne savait pas que les autos existaient. Mais enfin, on est vraiment, c'est uburois, quoi. Mais dans le fond, qu'est-ce qui ne va pas dans la politique de Donald Trump? Est-ce que ça irait si on poursuivait un seul objectif? Parce que là, évidemment, on veut d'un côté faire rentrer l'argent dans les caisses pour financer le déficit, baisser les impôts, baisser le dollar, baisser le prix du pétrole, mais tout ça, ça ne va pas dans le même sens. Non, tout ça est assez confus. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y avait au départ cette idée qu'il y a un problème d'efficacité de la dépense publique, puisque le Dodge, comme on dit, les mesures qui ont été prises par Elon Musk avaient comme objectif de réduire considérablement le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, c'est entre 2000 et 2500 milliards de dollars. On a même atteint le dernier trimestre de Biden, on a atteint 700 milliards de déficit sur le trimestre, c'est-à-dire 2800 milliards en rythme annuel. Et donc face à ça, effectivement, il faut... Or, quand on regarde les grands postes de déficit, c'est pas l'USAID, hein, c'est le budget de la défense, 900 milliards de dollars, et puis c'est la charge de la dette, c'est-à-dire c'est la gabegie d'avant,
1000 milliards de dollars de charge de la dette, et puis c'est le budget militaire. Et là, ce que je trouve intéressant, là aussi, dans le discours de l'entourage de Donald Trump, c'est de dire, dans cette affaire, on assure la sécurité des Européens et des Japonais, ce qui leur permet de ne pas avoir de dépenses militaires très élevées, et moyennant quoi on l'assure en nous endettant. C'est-à-dire qu'on s'endette pour le compte, pour la défense, pour le bien-être des Européens et des Japonais. Donc le procès qu'il fait aux Européens et aux Japonais n'est pas absurde. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais encore une fois, il le fait de façon tellement caricaturale, et il le fait avec des réponses sous forme de droits de douane, de retour en arrière, de palinodie, de tergiversation, qui font qu'on est plus dans l'incertitude que dans la... Qu'est-ce qu'il devrait mettre au point justement pour... ne pas susciter ces mouvements, en tout cas, de défiance? Je pense que la bonne mesure devrait être effectivement de chercher à rééquilibrer les finances publiques, mais pas en s'abattant sur l'USAID, en se posant 3 questions. La première, c'est comment effectivement demander aux Européens et aux Japonais de contribuer à l'effort de défense global de ce monde occidental qu'il est censé représenter. La deuxième, c'est se poser la question sur l'évolution, indépendamment du budget de la défense, des finances publiques, notamment toute la partie Medicaid, Medicare, qui coûte de plus en plus cher. Et donc, dans un système qui est un système où les dépenses de santé ont tendance à augmenter, quelle est l'efficacité? Donc il a nommé un personnage là aussi assez bizarre à la tête du ministère de la Santé, l'héritier Kennedy, qui, on est au XVIIe siècle, là, sur le plan intellectuel, le rapport au vaccin et tout ça. Et puis le troisième élément, c'est se poser la question, là aussi, des impôts que paient les Américains. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand on a un tel déficit budgétaire, il faut se poser la question, un tel déficit budgétaire qui se traduit en plus par un déficit extérieur colossal, comment faire en sorte que les Américains vivent au niveau de leurs moyens et non pas au-dessus de leurs moyens? Et la dette américaine, est-ce qu'elle est mal gérée? On dit souvent en France que nous, on a une dette bien gérée parce que l'échéance est plutôt quand même moyen, long terme, environ 8 ans. Et la dette américaine, elle est plutôt sur des taux beaucoup plus courts. Alors après, il faudrait effectivement non pas regarder dans le détail, parce qu'on sait tout. On sait sur la dette américaine quelle est la durée, quels sont les... Effectivement, il y en a pratiquement un quart qui va arriver à échéance dans les 12-18 mois qui viennent. Et donc cette dette américaine... c'est pour ça qu'ils sont beaucoup soumis au taux de la Réserve fédérale. Et de la Réserve fédérale. En plus, la Réserve fédérale, si les Japonais et les Chinois se retirent, le prêteur en dernier ressort, l'agent économique qui va racheter la dette que vendent les Japonais et les Chinois, ce sera la Réserve fédérale. Donc il faut aussi être poli avec les gens qui vont vous financer. Donc la Réserve fédérale, c'est pas uniquement quelqu'un qui subit des coûts, c'est aussi quelqu'un qui peut en donner. Mais cette dette, elle est surtout vécue par les Américains comme étant quelque chose de facile à placer. C'est censé être l'actif de référence mondiale que tout le monde recherche. Et donc l'État fédéral américain se soucie assez peu de... la façon dont ça se passe. L'État il émet des tranches de 300 milliards de dollars, comme ça, pof, et puis... Normalement, ça passe. Ça passe sans problème. Là, il peut y avoir un problème. Elle peut devenir un actif risqué, la dette américaine. Encore une fois, tant que la Réserve fédérale sera là, elle n'est pas un actif risqué. Elle était un actif risqué. Et si on enlève le président déjà? Et si on enlève le président, et si effectivement, si on va jusqu'au bout, si on la supprime, cette Réserve fédérale, si Elon Musk a raison. Mais pourquoi est-ce qu'au 19e siècle, ce que ne dit pas Elon Musk, on avait supprimé la Banque centrale? Parce que le président Jackson avait dit, c'est le plus sûr moyen, s'il n'y a pas de Banque centrale, d'être sûr que les finances publiques seront équilibrées. Donc, ce serait mettre un peu la charrue avant les bœufs de commencer par supprimer la Réserve fédérale avant d'avoir équilibré les finances publiques. Donc, tant que les Américains ne donneront pas un message clair sur l'avenir de leurs finances publiques et la façon dont ils vont gérer ces finances publiques, ils auront besoin de la Réserve fédérale et donc ils ont besoin aussi de rassurer tous les gens qui, indépendamment de la Réserve fédérale, financent leur dette publique. Et pour les finances publiques, la règle des 3% de déficit, ça vaut pour eux aussi. Nous, on a mis ça dans le traité de Maastricht. Oui. Alors la règle des 3%... C'est ce que dit aussi Scott Bessent. Oui, Scott Bessent dit, écoutez, il faut une règle. Cette règle, c'est 3%. Et un certain nombre de pays autres que les pays de l'Union européenne ont adopté cette règle. Il y a eu vécu en 2 temps. Il y a eu d'abord le traité de Maastricht, qui était les 3% pour entrer dans l'Union économique et monétaire. Et puis les 3% ont été confortés et consolidés dans le pacte de stabilité et de croissance. C'est-à-dire, c'est devenu une règle qui n'est pas uniquement une règle circonstancielle. Vous voulez rentrer dans l'Union économique et monétaire, faites 3%. C'est vous voulez bien gérer vos finances publiques et faire en sorte que votre monnaie
soit relativement reconnu, limitez-vous à un déficit de 3%. Et des pays comme le Canada, par exemple, disent, écoutez, nous aussi, on respecte les 3%. Donc, fixons une règle. Cette règle, c'est comme les 2% d'inflation. Les 2% d'inflation, ils n'ont pas de consistance autre que de coutume. C'est-à-dire, on dit, bon, écoutez, à 2%, c'est à peu près le niveau d'inflation qui permet d'avoir une croissance. D'avoir un objectif et on ne change pas l'objectif. Et on ne change pas l'objectif. Et donc, adopter les 3%, pourquoi pas? D'ailleurs, ce qu'avait dit le ministre allemand de l'époque, Theo Wegel, quand on est passé au pacte de stabilité et de croissance, on lui avait dit, écoutez, mais les 3% c'est Maastricht, et maintenant on passe au pacte de stabilité et de croissance, si on garde, ça va faire une confusion. Il avait dit, écoutez, 3%, les Français ont compris 3%, on va en rester là, parce que si on commence à aller au-delà, ça va être absolument on va parler justement un désordre, une pagaille. Donc on garde les 3% une bonne fois pour toutes. On va parler des Français et des finances publiques, parce que nous aussi, on a quand même aussi un léger problème d'équilibre des finances publiques. La mesure la plus urgente pour aller trouver les 40 milliards d'euros l'an prochain, c'est quoi? C'est toucher aux retraites? Non, je pense que vouloir s'attaquer à une partie de la population, c'est-à-dire toucher aux retraités, mais toucher aux entreprises, toucher aux riches d'une façon générale, je pense qu'on est dans une circonstance où il faut faire un effort collectif. Il faut dire qu'il n'y a pas de population particulière qui doit être touchée et concernée. Parce que dès qu'on commence à dire sur les retraités, par exemple... Oui, mais Amélie de Montchalin estime par exemple que les actifs ne peuvent pas financer seuls les dépenses de santé, les dépenses sociales liées au vieillissement qui augmentent. Non, il est évident qu'un des enjeux, et là aussi c'est ce qu'avait dit le Premier ministre dans sa présentation, qui est un enjeu qui dépasse d'ailleurs le cadre des finances publiques, c'est le fait que le pays ne travaille pas assez. Et donc d'une certaine façon, si on augmente la quantité de travail, les retraités, là, ne seront pas concernés. C'est-à-dire que, pour des raisons évidentes, la quantité de travail des retraités, elle est nulle. Donc, même s'ils font du bénévolat, je ne dis pas qu'ils sont totalement exclus du monde social, mais par définition structurelle, un retraité ne travaille pas. Et donc, effectivement, augmenter la quantité de travail, ça peut contribuer à faire accepter un plan global dans lequel on demanderait un effort financier aux retraités, un effort financier aux parties de la population les plus aisées. Ce qui me frappe dans tout ça, c'est en particulier du côté des mouvements politiques qui se réclament de l'écologie, c'est l'incapacité à mobiliser la baisse du prix du pétrole. Grosso modo, la baisse du prix du pétrole permet de faire baisser le prix de l'essence. Or, on n'arrête pas de dire qu'il faut au contraire augmenter le prix du carbone pour dissuader la population de continuer à brûler du pétrole, brûler du charbon. Qu'en fait, on compense la baisse du prix du pétrole importé par une taxe carbone. C'était qu'au moment où la taxe carbone, en 2018, avait été théorisée, annoncée, mise en place, c'était un mauvais timing dans la mesure où c'était une période où le prix du pétrole, là, au contraire, avait tendance à augmenter. Qu'au moment où on a dépassé les 2 euros, où on était en situation de rupture même sur les approvisionnements énergétiques indépendamment du pétrole, on se soit interdit toute action sur la taxe carbone, je comprends. Mais là, maintenant, on est dans une période où manifestement le prix du pétrole baisse, apparemment pour des raisons qui sont autant structurelles que conjoncturelles, donc il y a une capacité à gérer ça sur le moyen et long terme, et donc demander un effort collectif aussi au travers d'une taxe carbone et au travers de la lutte contre le réchauffement climatique. Et un prix plancher finalement des énergies fossiles. Voilà, et fixer un prix plancher pour les énergies fossiles, ça pourrait être une solution qui concernerait les retraités, les riches, les salariés, tout le monde. Bon, c'est votre proposition, Jean-Marc C'est ma Daniel, proposition concrète. Un peu écologique en plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jean-Marc.